Alors, aujourd'hui, le bureau de l'amicale vous a proposé un thème pour que vous, nouveaux bacheliers et nouveaux bachelières, que vous puissiez cerner ce thème qui peut être pour vous une sorte de sortie ou bien une réussite future dans vos études. Merci beaucoup maintenant aux conférenciers. C'est monsieur Moustapha Sapira. Yeah. Merci beaucoup pour ce débat que vous allez faire avec nos étudiants. Maintenant, nous allons commencer avec une minute de silence. Nous demandons à toute la salle de se lever. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour. Ah, il faut que vous soyez réveillés, il faut que vous soyez animés. Sûrement qu'avant de venir, les serrés sont passés au resto. Donc, avant tout, merci, monsieur le modérateur. Donc, merci à monsieur Daniel qui est là, ainsi que tous les invités. Donc, nous allons échanger sur le système LMD, qui est la porte d'entrée à l'université. La compréhension de ce système vous sera utile et bénéfique jusqu'à la fin de vos études universitaires, mais son incompréhension pour vous faire quitter l'université. Et vous allez comprendre pourquoi. Je prends toujours mon exemple, et vous allez connaître à la fin. Et donc, nous allons scinder la conférence en 3 parties. Nous allons d'abord parler du fonctionnement, comment fonctionne le système LMD, qui est la base sur laquelle vous serez évalué. Deuxièmement, les objectifs. Quels étaient les objectifs de ce système quand l'État l'a appliqué dans les années 2014-2015. Et est-ce que ces objectifs sont atteints? Donc, en 3e position, nous allons parler des impacts. Okay? Les impacts du système LMD sur le plan pédagogique, mais aussi sur le plan pécuniaire, à savoir les bourses. Okay? Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, le système LMD a été mis en place en 2014-2015, qui est un système qui a été copié chez les Anglais, parce que c'est un système anglo-saxon. Donc ici, cette moyenne que tu obtiens dans l'unité d'enseignement génère un nombre de crédits. Généralement, au premier semestre, vous avez 3 unités d'enseignement. Et si dans cette unité d'enseignement, on a 2 matières, on se retrouve au total avec 6 matières au premier semestre. On te dit, le premier unité d'enseignement, si tu obtiens la moyenne, tu as tel nombre de crédits. Deuxième unité d'enseignement, si tu obtiens la moyenne, tu as tel nombre de crédits. Troisième unité d'enseignement, ainsi de suite. Ok? Et je prends un exemple. Si nous allons au département de lettres modernes, le premier unité d'enseignement fait 12 crédits. Le deuxième unité d'enseignement fait 10 crédits. Et le troisième unité d'enseignement fait 8 crédits. Et si vous additionnez le total, vous avez un total de crédits de 30. Maintenant, nous avons ce qu'on appelle les cours magistraux, les travaux dirigés, les travaux pratiques. Quand on était à l'école, il n'y avait qu'un seul cours qu'on faisait à l'école. Après le cours, c'est fini. Mais ici, à l'université, il y a des cours que vous faites que vous faites dans l'ensemble. Toute la L1 viendra soit à l'UCAD 2 ou à l'amphi A ou à l'amphi B pour suivre un cours sur telle matière. Et vu que vous êtes nombreux, on appelle ça un cours magistral. Vous voyez que le professeur n'a pas le temps d'entrer dans les détails. Et vous n'avez pas le temps de poser des questions. Souvent, il fait une séance de 1h30, 1h20 et c'est fini. Maintenant, à côté, il y a ce qu'on appelle les travaux dirigés.
Dans les travaux dirigés, vous êtes divisé en petits groupes. Et les travaux dirigés se font dans les petites salles. Donc, les travaux dirigés permettent à l'étudiant de s'exercer, permettent à l'étudiant de pouvoir poser toutes les questions qu'il voulait poser en cours magistral, mais qu'il n'a pas pu poser. Maintenant, d'un département à un autre, il y a de ces départements-là, la présence aux travaux dirigés est obligatoire. Parce que c'est pendant ces travaux dirigés que vous allez faire souvent certaines évaluations qui seront comptabilisées dans la note finale. Prenons l'exemple, par exemple, du département de géographie. Ou bien, je prends l'exemple de la SPJ. Mais si vous prenez le département de l'aide moderne, la présence à ces travaux dirigés n'est pas du tout obligatoire. Maintenant, à côté, il y a ce qu'on appelle les TP, travaux pratiques. Okay? Donc, c'est une forme de cours dispensés en petits groupes, mais on le voit beaucoup plus à la faculté des sciences. Donc, ceux qui sont à la faculté des sciences, en plus du cours magistral, en plus des TD, ils font ce qu'on appelle le TP. Donc, en grosso modo, voilà le vocabulaire que l'étudiant se doit d'avoir dès qu'il franchit la porte de l'université. Maintenant, deuxième sous-point, comment valider à l'université? Est-ce que la validation à l'école est similaire à celle de l'université? Presque similaire. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la validation normale. Si, à la fin du semestre, dans chaque unité d'enseignement, si on additionne les deux notes en tenant compte des PF, divisé par 2 et que vous avez 10, considérez que cette unité d'enseignement elle est validée. Et à côté de l'unité d'enseignement, vous allez voir V, validé. Supposons, dans la première unité d'enseignement, j'ai 10, on me met validé. J'ai 11, 9, on me met validé. J'ai 19 ou bien 18, 2, on me met validé. Ok? Et si j'ai validé mes 3 unités d'enseignement, forcément j'aurai 30 crédits. Ce qui me fait semestre valide, semestre valide. Maintenant, le système a pensé peut-être à l'étudiant qui n'est pas fort dans toutes les matières. Comme nous l'étions en classe terminale. Hein? Soit on est fort en français, en philo, en algèbre, mais en mathématiques, on n'est pas fort. Hein? Surtout les littéraires. Okay? En mathématiques, maintenant, on vous dit, si vous n'avez pas obtenu la moyenne dans une unité d'enseignement, dans la première unité d'enseignement, vous avez 8 et 8. Dans la deuxième unité d'enseignement, vous avez 8 et 8. Est-ce que ces 2 unités d'enseignement seront validées selon vous? Non. Parce que quand on additionne et qu'on divise par 2, on n'a pas la moyenne. Mais on dit, si dans une autre unité d'enseignement, tu as un surplus, tout ce qui dépasse 10, c'est un surplus. Ce surplus-là sera utilisé pour compléter les points qui te manquent. Ok? C'est ce qu'on appelle validation par compensation. La première unité d'enseignement, tu n'as pas eu assez de points. La deuxième unité d'enseignement, tu n'as pas eu assez de points. Par contre, dans la troisième unité d'enseignement, tu as eu trop de points. Donc, ce surplus sera déversé dans les autres unités d'enseignement. Donc, c'est pourquoi vous pouvez avoir un camarade à la sortie des résultats, il a 8, et il a 18-19. Et toi, tu as 12 et 12. Pourtant, vous deux, vous avez validé, mais pas de la même manière. Toi, tu n'as obtenu que des moyens partout. Toi, tu as validé normalement, mais lui, il a validé par compensation. Donc, le système est l'étudiant. L'étudiant, par exemple, qui est fort dans telle matière, si le coefficient est élevé, si tu obtiens un surplus, ça peut t'aider. Maintenant, si à la sortie des résultats, les 2 notes additionnées dans l'unité d'enseignement, vous n'avez pas 10, on va considérer que l'unité d'enseignement n'est pas validée. Ok?
Si vous n'avez pas de surplus, l'unité d'enseignement n'est pas valide. Il ne suffit pas seulement d'obtenir la moyenne dans une matière. Non. On te demande d'obtenir la moyenne dans l'unité d'enseignement. Et pour cela, les deux notes seront addition. Ok? Donc, il y a ce qu'on appelle la validation normale. On obtient les 30 crédits. On valide normalement, on a la moyenne dans toutes les matières. Il y a ce qu'on appelle la validation par compensation. Il me manque des points, mais j'ai pu les combler. Et il y a ce qu'on appelle la non-validation. La non-validation, ça veut dire que partout il vous manque des points. Et maintenant, nous verrons par la suite comment essayer de compléter ces points. Maintenant, nous passons au troisième sous-point. Le système de passage. Comment passer d'un niveau à un autre. Mais avant de venir au système de passage, nous allons faire un petit arrêt sur les sessions. En classe de terminale, ou bien je prends n'importe quelle classe, quand on terminait les compositions ou les examens de fin d'année ou de fin de semestre, si vous n'obtenez pas la moyenne, est-ce qu'il y avait une autre possibilité de refaire ces devoirs ou ces examens? Je pose la question. Il n'y en avait pas. C'est un seul examen. Alors qu'ici, à l'université, on te donne la possibilité, quand tu n'obtiens pas le nombre de points demandés à une session, de pouvoir les rattraper. C'est pourquoi à l'université, il y a 2 sessions. Le premier semestre a 2 sessions, le second semestre, 2 sessions. Maintenant, si à la première session, lorsque je suis allé faire les examens du premier semestre pour la première fois, les résultats sortent et au finish, j'obtiens 30 crédits. Donc moi, je suis dispensé des sessions de rattrapage. Parce que je n'ai rien à rattraper. J'ai 30 crédits. Mais par contre, si j'ai fait les examens de la première session du premier semestre, les résultats sortent et que j'ai moins de 30 crédits, même si j'ai 29 crédits, automatiquement, je dois aller à la session de rattrapage. Mais il y a des choses à comprendre à la session de rattrapage. Vu que j'ai 29 crédits, est-ce que je dois tout rattraper? Est-ce que je dois refaire toutes les matières? Et les matières où j'ai obtenu 9,75 ou 9,50. Maintenant, l'étudiant qui voit à la fin du semestre qu'il n'a pas eu 30 crédits, qu'il cherche les programmes pour les rattrapages. Cet étudiant doit d'abord regarder dans ses unités d'enseignement. Toute unité d'enseignement non validée, il regarde à l'intérieur de cette unité d'enseignement la matière où il n'a pas obtenu minimum 10. Donc on ne rattrape que les matières où on n'a pas obtenu minimum 10. Et même si vous avez obtenu 9,50, peut-être vous pouvez vous dire, bon, cette matière, je ne suis pas sûr, après la session de rattrapage, d'avoir 10. Parce que le professeur il est compliqué, la matière est difficile. Est-ce que je ne pourrais pas conserver mes 9,50? On te dit non. Non. C'est pas comme au bac. Au bac, si je ne me trompe pas, vous finissez le premier tour, vous venez faire le second tour, supposons, en français, vous obtenez une note inférieure au premier tour, on garde la note du premier tour. Alors ici, c'est différent. Non seulement tu es forcé à aller au rattrapage, vu que tu n'as pas obtenu les 10, mais sache que la note de rattrapage, qu'elle soit meilleure ou pire, elle est toujours prise. Si je viens à la session normale, première unité d'enseignement, j'ai 8 et 10. Deuxième unité d'enseignement, j'ai 8 et 10. Troisième unité d'enseignement, j'ai 8 et 10. Automatiquement, je pars à la session de rattrapage. Supposons, dans la première unité d'enseignement, la matière où j'avais obtenu 8, si par malchance, j'y obtiens un 5 après les rattrapages, on me met les 5. On ne va pas dire, bon, cet étudiant, il avait 8, non. Parce que dès que vous êtes programmé pour la session de rattrapage, la machine de votre département, la machine que gère le secrétaire, va faire supprimer toutes les sous-moyens. On ne connaît plus
quelle est la note que tu avais obtenue dans cette matière? On supprime toutes les sous moyennes en attendant maintenant que tu fasses les sessions de rattrapage et que tu aies une nouvelle note. Ok? Donc, si vous avez moins de 30 crédits, le rattrapage s'impose à vous. Vous ne le faites pas, on vous donne 0. Je ne peux pas dire j'ai 9,50, je ne fais pas les rattrapages, je garde les 9,50. Vous allez observer qu'à la sortie des résultats de rattrapage, vous allez avoir une case vide. Et vous savez qu'une case vide, c'est 0. Sans justificatif, c'est 0. C'est clair? Voilà les conditions par lesquelles nous devons faire la session de rattrapage. Maintenant, le système de passage. N'oubliez pas qu'au premier semestre, nous devons obtenir 30 crédits. Au second semestre, 30 crédits. Ce qui nous fait combien de crédits en tout? 60. En L2 aussi, on me demande 60 crédits. En L3, on me demande 60 crédits. Si on fait 60 fois 3, ça fait combien? Ouais, 180. Donc il faut obtenir 180 crédits pour avoir la licence. Maintenant, sûrement vous avez eu des camarades en classe de 3e qui n'ont pas obtenu le BFM. Mais à l'école, ils ont la moyenne. Mais ces camarades-là, est-ce que quand l'école reprend, ils vont revenir à l'école et refaire la classe de 3e? Ils vont avec vous en classe de seconde, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il pourra faire le bac avant d'obtenir le BFM? Je pose la question. Non, il doit chercher le BFM. Maintenant ici, on dit, on demande 60 crédits chaque année. Pour que l'étudiant passe normalement d'un niveau à un autre, ce qu'on appelle le passage normal, il faut qu'il ait 60 crédits. Mais le système s'est dit, qu'en est-il de l'étudiant qui n'a pas 60 crédits? Est-ce que cet étudiant doit reprendre la classe? Le système dit non. Si l'étudiant obtient dans l'intervalle 42 crédits à 59 crédits, il passe en classe supérieure, comme son camarade. Cependant, il a des dettes à payer. Parce que si vous prenez 60 moins 42, il vous reste combien? Oui? Vous n'êtes pas de bon mathématicien. Vous avez oublié les calculs. Les calculs maths, ok. Quand on prend 60 moins 42, si je ne me trompe pas, il nous reste 18 crédits. Mais ne pense pas que ces 18 crédits-là, le système te le pardonne. Dédé. Tu es en L2, mais tu as un pied en L1. De ce fait, ce sont ces étudiants qu'on appelle les enjambistes. Les crédits que tu n'avais pas validés en L1, lorsque les premières années feront les examens, tu vas revenir faire ces examens. Et une chose très importante, parce que ce dont je parle presque, j'ai vu des étudiants reprendre l'année parce qu'ils ne connaissaient pas ça. Vous pouvez avoir des dettes de la première année à la deuxième année. En fin de la L2, vous avez 60 crédits. Mais vous n'avez pas pu payer vos dettes. Ne pensez pas que vous allez passer en troisième année. Non. Vous êtes retenu en L2. Vous savez pourquoi? Pour payer vos dettes. Parce qu'on ne peut pas amener des dettes de la première année à la troisième année. De la première année à la deuxième année, oui. De la deuxième année à la troisième année, oui. Mais de la L3 en master, c'est impossible. Ce qui veut dire pour obtenir la licence, il faut 60 fois 3. Malheureusement, il y a des étudiants qui viennent jusqu'en L3. Ils n'arrivent pas à valider un des semestres de la L3. Souvent, tu vois des étudiants qui ont 60 crédits L1, L2 60 crédits, L3 qui obtiennent 40 crédits par exemple. Mais paradoxalement, cet étudiant est entré à l'université avec le bac et il sort avec le bac. Mais il n'a pas obtenu de diplôme universitaire. Parce qu'il faut les 60 fois 3 pour avoir la licence. Ok? Donc, si vous obtenez dans l'intervalle 42 jusqu'à 59, vous passez en classe supérieure de manière conditionnée. De la L3 en master, pas de passage conditionné. Du master 2 en doctorat, pas de passage conditionné. C'est clair? Donc voilà les deux systèmes de passage. Cependant, d'une faculté à une autre, il y a de petites modifications.
Je prends l'exemple de la faculté des droits. La faculté des droits, il ne suffit pas d'obtenir dans les 42 ou les 45 crédits et passer en L2 comme un enjambiste. Là-bas, il y a ce qu'on appelle les matières dominantes et il y a ce qu'on appelle les sous-dominantes. Il y en a qui sont à la fac 3 ici. Ok? Mais là-bas, on peut amener en tête de crédit des sous-dominantes, mais on ne peut pas amener en tête de crédit des dominantes. Donc, d'une faculté à une autre, ils ont mis de petites modifications. D'accord? Maintenant, que nous avons terminé avec le système de passage d'un niveau à un autre, nous allons maintenant passer aux objectifs. Quels étaient les objectifs du système LMD quand l'État l'avait mis en place dans les années 2014 et 2015? Donc, certainement, si parmi ceux qui sont là, vous êtes venus à partir de 2014, vous avez eu la chance, comme moi, de ne pas connaître l'ancien système. L'ancien système, il n'y avait pas de renvoi. Non. Tu viens en L1, tu fais la L1, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu n'arrives pas à passer. Si tu veux, tu peux passer toute ta vie en L1. On ne te renvoie pas. C'est ce qu'on appelait le système l'Albasan. Parce que là, l'Albasan, il n'y avait pas de renvoi. Et pour dire vrai, c'était assez difficile. L'université était assez difficile pour passer. Parce que il n'y avait pas les compensations, il n'y en avait pas. C'est clair? Et avant, si tu finis la L1, tu obtiens un diplôme qu'on appelle Duel 1. Tu finis la L2, tu obtiens un diplôme qu'on appelle Duel 2. Chaque niveau correspondait à un diplôme. Ok? Et il y avait ce qu'on appelait la maîtrise. Tu finis le Master 1, tu as ta maîtrise. Maintenant, il y a un système que les Anglais ont commencé à adopter très longtemps, mais c'est un système qui est généralisé. Donc ils se sont dit, au lieu que en L1 on obtient un diplôme, L2 un diplôme, on va laisser après 3 ans l'étudiant obtient un diplôme qu'on appelle la licence. Maintenant, le système LMD est venu pour diminuer le nombre d'années que l'étudiant doit faire à l'université. Au lieu que l'étudiant vienne toute sa vie et soit en L1 ou L2, on lui dit, pour chaque niveau, tu as 2 chances. Tu fais la L1 une fois, ça ne passe pas, tu peux la reprendre, tu ne passes pas, on te remercie, peut-être ton destin est ailleurs. Mais ne perds pas ton temps à l'université. C'est ça le système. Ok? Donc, et deuxièmement, ils se sont dit, il faut essayer d'aider l'étudiant à valider. De ce fait, ils ont fait des allègements. Au premier semestre, quel que soit le département que vous êtes, dans lequel vous êtes, ce qu'on vous enseigne au premier semestre dans chaque matière, normalement c'est ce qu'on a enseigné durant toute l'année avec l'ancien système. Imaginez. Mais maintenant on a réduit. Il faut donner peu à l'étudiant. Vous voyez que votre prof de cours magistral vous donne peu. Maintenant on a changé, comment dirais-je, la transmission du savoir. Le prof essaie de créer en vous une curiosité pour le savoir et en retour, vous, l'étudiant, vous allez faire des recherches. C'est à vous de chercher vos propres savoirs. Vous comprenez? C'est ça le système aussi. Vous voyez que souvent, ils sont nombreux les élèves qui se plaignent en disant « Prof, vous devez tout du bruit ». C'est parce que vous n'avez pas compris le système. Avec le système LMD, le prof n'est pas obligé de faire cours même. Hein. Il vous envoie seulement le support et il programme son examen. Tout simplement. C'est vous le savoir. C'est à vous d'aller chercher le savoir. Et avec le système, on diminue le nombre d'heures de cours. En classe de terminale, vous voyez que H24, tous les jours, vous êtes à l'école. Mais avec le système LMD, il y en a qui remarquent que maintenant, ils ont 1 à 2 jours où ils n'ont pas cours. Mais vous devez savoir que ces jours et heures sans cours, le système l'appelle le TPE, travail personnel de l'étudiant. C'est pendant ces moments-là que l'étudiant profite pour aller faire des recherches pour ce document.
Donc, autre objectif, le système voulait que l'étudiant ait beaucoup plus de temps pour pouvoir chercher un petit travail à faire. Vous avez sûrement des connaissances qui sont dans les universités françaises ou américaines. Mais le gars, par exemple, il te dit, tel jour je fais cours, tel jour je vais travailler. Donc, un travail partiel. Mais la question que vous posez, mais comment tu peux faire pour le travail alors que moi qui suis à l'école, je n'arrive pas à le faire. Mais pourtant, si, vous devriez le faire. Parce que ce système a été fait pour que l'étudiant ne passe pas tout son temps dans les amphis. Non, vous ne devez pas passer tout votre temps dans les amphis. Et dernier objectif de ce système, c'était de permettre à l'étudiant de pouvoir faire la licence dans telle université, d'aller faire le master dans une autre université et d'aller faire son doctorat dans une autre université. Pourquoi? Parce que toutes ces universités appliquent un système unique. C'est le même système. Oui. Donc, c'est un système qui est venu dans le but d'alléger le contenu, dans le but de donner toutes les chances à l'étudiant pour qu'il valide, ok? Dans le but aussi de faire de lui un étudiant qui a un petit job qui lui permet de subvenir à ses besoins. Vous savez que la bourse ne suffit pas. Maintenant, la question qu'on se pose et qui est intéressante, est-ce que ces objectifs ont été atteints? Parce que n'oubliez pas que l'État a fait du copier-coller. Dans les années 2014, si vous demandez à vos grands frères, 2013, il y avait toujours des grèves. Parce que les étudiants avaient compris très tôt, les anciens, qu'avant d'amener ce système, il fallait voir est-ce qu'il est adéquat avec notre milieu, nos réalités. Ils avaient vu loin. Mais vous savez que quand l'État décide, on n'y peut rien. Maintenant, les impacts de ce système sur le plan pédagogique, de manière positive, ce système maintenant permet aux étudiants de valider facilement. Et vos grands frères vous le diront. Si vous avez des grands frères qui ont connu l'ancien système, maintenant le boy il a mon droit de reprendre en essai. C'est possible. Et c'est vrai. Voilà. Parce que si je ne suis pas fort dans telle matière, ça va être une matière un peu bien de point, que une matière m'en dit, vous comprenez? Ce qui n'était pas faisable. Vous voyez? Et toujours sur le plan pédagogique et de manière positive, ça donne plus de temps aux étudiants. L'étudiant n'est plus obligé de passer tout le temps dans les amphis. Maintenant, même les étudiants, presque chaque week-end, chaque week-end, ce qui était impossible avec l'ancien système. Qu'il pleuve, qu'il neige, c'est dans les amphis. Maintenant, sur le plan pédagogique, comme impact négatif, le système nous donne le diplôme, mais pas le savoir. Pourquoi? On obtient le diplôme. Le système allège beaucoup. Et il y a certains départements même, surtout avec le corona, au lieu d'évaluer l'élève, l'étudiant, dans les 6 éléments constitutifs, on l'évalue que dans les 3. L2, même chose. L3, même chose. Mais cet étudiant, une fois qu'il est interrogé, par exemple, par son petit frère, sur la matière sur laquelle il n'a pas composé, est-ce que vous êtes sûr qu'il aura les notions nécessaires? On se pose la question, pourquoi maintenant, les étudiants, dès que vous voulez les interviewer, ils te disent deux mots. Ils ne parlent pas français. Tu vois un étudiant de Master 2 qui te parle le français, mais c'est de manière catastrophique. C'est à cause du système. La preuve, vous discutez avec votre grand frère qui était dans l'ancien système, dans le bois, et c'est vrai. Mais ce n'est pas notre faute. C'est le système qui a fait de nous ce que nous sommes, malheureusement. Il nous donne le diplôme, mais pas le savoir. C'est vrai? Ça, c'est un point négatif.
Ok? Donc, et si l'étudiant n'a pas compris cela, vous avez une licence ou le master ou le doctorat. Si vous avez le master, considérez que vous avez le bac plus 1 de l'ancien système. Parce que vous avez le master, vous allez voir que vous arrêter. C'était en classe de CM2 ou de 3e. Mais il te parle en français. Voilà, un français du gaullien. Chaque mot tu cherches dans le dictionnaire. Ok? Maintenant, les impacts sur le plan pécuniaire. C'est le point qui intéresse plus les étudiants. Parce que les étudiants, quand tu leur parles d'argent, ils t'écoutent. Après, vous avez un nouveau bachelier, on est en balai. Donc, en orienté gaullien, ça. Il te demande quel âge de rappel. Alors qu'il ne fait pas encore une étudiant. Maintenant, les bourses sont interdépendantes du système LMD. La pédagogie impacte sur les bourses. De ce fait, en première année, l'étudiant, le nouveau bachelier qui a obtenu son bac en série L, s'il obtient dans l'intervalle 10,90 à 12, il a une demi-bourse pédagogique de 2000 francs par mois. De 12 à 14, il a une bourse entière pédagogique parce que c'est son bac qui lui a permis de l'avoir. 40 000 par mois. De 14 en montant, il a ce qu'on appelle une bourse d'excellence. Et il faut obtenir le bac au premier tour. C'est ça l'enjeu. Le système LMD est assez dur. Maintenant, si vous êtes en série S, là, si vous obtenez le bac au premier tour entre 10,50 et 10 et 12, vous avez une demi-bourse pédagogique, 20 000 par mois. De 12 à 14, vous avez une bourse entière qui est toujours pédagogique. Donc, ok, donc qui est de 40 000 francs. Et de 14 en montant, vous avez la bourse d'excellence. Maintenant, si vous n'obtenez aucune de ces, ni la bourse, la demi-bourse, ni la bourse entière, vous pouvez postuler pour les bourses sociales. Les bourses sociales qui est basées sur la situation sociale du nouveau bachelier. Est-il un orphelin, est-il un handicapé, est-il un indigent? Donc la bourse sociale, c'est 20 000 par mois. Et nous avons l'aide. L'aide, c'est 100 000 francs. Ok? Sur le plan pédagogique, on peut faire chaque niveau 2 fois. Et même il peut arriver qu'on fasse là, elle fois 3 fois. Et en remplissant certaines conditions. Ok? Grosso modo, le système LMD a mis en place 3 diplômes, à savoir la licence, que l'on peut obtenir minimum 3 ans, c'est ce que je vous souhaite. Maximum, on peut l'obtenir en 6 ans. Okay? Nous avons le master que l'on peut obtenir minimum en 2 ans, maximum en 4 ans. Okay? Et nous avons le doctorat. Là-bas, on l'obtient à l'issue des 3 années. Ok? Donc, chers étudiants, c'en était tout pour le débat sur le système LMD. J'espère que vous avez bien retenu les éléments nécessaires et qui vous seront utiles durant tout votre cursus. Parce que moi qui vous parle, j'ai repris la première année avec 0 crédit parce que je n'avais pas eu cette chance. Moi, j'ai compris le système LMD quand je suis arrivé en 3e année. Et pour vous dire que je me débrouillais sans pour autant connaître comment je serais évalué. Donc, si toutefois il y a des questions. Voilà, le débat a été très intéressant. Du coup, j'aimerais revenir sur 2 aspects, 3 du moins. Les 2 premiers, nous aimerions que vous touchiez quelques petits mots pour la session unique. Vous ne l'avez pas abordé. Et aussi, un petit mot pour le 2e cycle, vu que votre conférence est basée sur seulement la licence. Nous aimerions avoir un petit aperçu du 2e cycle et même du 3e si possible aussi. Et la question qui va suivre, voilà. À quoi sert
réellement les diplômes universitaires. Avec quoi pouvons-nous faire avec ces diplômes-là? Vos grands frères ont eu l'occasion de le connaître et les conséquences, il y a eu beaucoup qui ont redoublé l'année. Okay? Maintenant, pour le deuxième cycle, c'est bien, que vous demandiez que j'y revienne parce que c'est complètement différent du premier cycle. Le premier cycle, qu'est-ce que vous faites? Examen toujours sur table. Alors que quand vous allez au deuxième cycle, le Master 1 et le Master 2, au premier semestre, vous allez faire des examens comme au premier cycle, mais à côté, pour le compte du second semestre, vous commencez ce qu'on appelle le travail de recherche. C'est-à-dire, pour le compte du second semestre, vous allez faire un rapport de mémoire. Vous choisissez un sujet. Je prends un exemple. Je dis par exemple, la littérature du 18e, la littérature du 18e siècle. Okay? Et ce sujet-là, je dois y écrire un document de minimum 30 pages. Ce qui veut dire que je vais travailler sous la supervision d'un professeur qu'on appelle un professeur encadreur. Vous obtenez les 30 crédits au premier semestre. Au second semestre, le document que vous déposez, le rapport de mémoire, vous obtenez 10, vous avez 30 crédits. C'est pourquoi souvent c'est bien, à partir de la L3, de davantage s'exercer aux travaux de recherche. J'ai dû en partager avec la même classe, et tous les autres qui sont là, présents. Nous sommes très contents parce que tout simplement, cette journée-là, je pense que nous ne sommes pas votre parrain, mais nous sommes votre frère, nous sommes votre ami, nous sommes vos oncles. Donc, le DG est empêché. C'est pourquoi je suis venu. Et il est très content pour le choix porté sur sa personne. Pour revenir maintenant sur notre présence en tant que son représentant, je suis au même titre que lui, mon fils de la commune de Guénièvre. Et nous travaillons pour le développement de la commune. C'est pourquoi quand nos frères étudiants font un appel solennel à notre égard, nous devons répondre. Parce que demain, c'est eux qui vont développer la commune. Et je ne dirai pas même demain, mais je dis tout de suite. Maintenant, concernant le conférencier, il a expliqué quand même le système LMD. Et je pense que vous appelez ça communément l'imoïdé. C'est ça? L'imodak. L'imodak, voilà. L'imodak, là. C'est un système très compliqué. Moi, j'ai vécu ça parce qu'en 2015, lorsqu'on m'a affecté à l'île de Diofior, j'étais revenu ici chez vous, se réinscrire et essayer de voir ce qui a changé. Mais c'était difficile. Mais nous vous encourageons, ce n'est pas impossible. Et soyez aussi parmi les meilleurs. Et pour être parmi les meilleurs, il faut beaucoup de travail. Surtout à l'endroit de nos sœurs. Parce que souvent, à l'époque, on disait que Tigé pouvait être école. Elle doit rester à la maison. Mais pour moi, aujourd'hui, partout dans tout, en tout cas l'ensemble des secteurs de développement, vous trouvez là-bas des femmes. Donc ce qui fait que vraiment, nous les encourageons. Et cela quand même va nous permettre aux générations qui vont venir après, vont comprendre que nous, femmes, nous devons réussir. Parce que nous avons des références. Les références, c'est vous. Le référent, c'est vous. Concernant maintenant le contenu des programmes, tout le monde constate que ce n'est pas adapté. Ce n'est pas adapté dans la mesure où ça ne prend pas les réalités sociales. Surtout au niveau ici au Sénégal. Mais c'est un programme souvent parrainé. Je dis parrainé parce que c'est des programmes
où on met beaucoup d'argent, mais au finish, il n'y a pas de résultat. Donc l'évaluation aussi pose problème. Et ça, quand même, l'État a sa responsabilité. Mais nous aussi, en tant qu'enseignants, nous avons une part de responsabilité parce qu'au moment où nous défendons nos intérêts, nous devons mettre dans nos doléances ce problème-là pour pouvoir quand même permettre aux étudiants, non seulement aux étudiants, parce qu'on dit amical étudiants-élèves, je pense, c'est ça. Donc même aux élèves et aux étudiants, après les études, qu'ils puissent être compétents. Et compétents, ça veut dire qu'ils doivent utiliser ces connaissances-là. Et ce système-là aussi, je pense que c'est pour rendre aussi plus performant l'étudiant. Parce que si vous voyez, bon, on peut mémoriser beaucoup de choses, mais on ne peut rien faire après. Mais quand vous apprenez, vous recherchez vos propres connaissances, ces connaissances-là vont résister à l'usure du temps. Je pense que ça aussi, vous pouvez le comprendre. Le DG dit, il va vous accompagner parce qu'il est un enfant de Guinée. Il était là à l'université Cheikh Anta Diop avant d'être ce qu'il est aujourd'hui. Donc il est très content le fait de quand même de l'honorer par ce parrainage-là. Mais il dit encore une fois, il n'est pas votre parrain, il est un partenaire. C'est ce que j'avais à dire parce que nous aussi on a d'autres activités à Diass. Donc je dois vous quitter, mais en tout cas je vous encourage et souhaite que quand même la fête soit belle. Voilà, merci beaucoup. Le diplôme ne sert absolument à rien. Par contre, l'application du diplôme à la vie sert à quelque chose. Je ne sais pas si je vous comprends. Vous avez le master, dites que j'ai le master. En quoi? À quelque chose, cette spécialité. Mais appliquez-vous à pratiquer cette spécialité. C'est ça qui vous amènera à un autre point. Ça veut dire que vous pouvez à un autre point. Est-ce que je me fais comprendre? Moi qui vous parle, on m'a dit tout à l'heure que je suis docteur. En sciences, je ne suis pas docteur en médecine. C'est un grade. Mais il m'est arrivé, au courant de mes années d'études, d'aller faire la maçonnerie, d'aller vendre quelque chose, entreprendre, apprendre d'autres métiers. Moi, je suis menuisier métallique, je suis menuisier de bois, et je sais faire quelques bricolages de maçonnerie. C'est vraiment mon processus que je me suis forgé à le faire. Aujourd'hui, quand je vous engage en tant que menuisier métallique, vous ne pouvez pas me compter sur ce que je veux. Je m'étais dit, si par hasard, je ne réussis pas dans les études, je pourrais au moins expliquer, avoir d'autres métiers. Juste pour vous dire, il y a beaucoup de jeunes Sénégalais qui ratent leur vie parce qu'ils sont été, je ne sais pas, peut-être même par le syndrome du diplôme, parce qu'ils disent que costume Lysol, costume africain Lysol, j'ai commencé à acheter le billet de tabac chez moi quand j'étais en licence, jusqu'à aujourd'hui. Comment j'ai fait? Je suis étudiant, j'étais étudiant comme vous. Donc, pour vous dire, ce n'est pas simplement le diplôme qui vous fait réussir dans la vie. Par contre, le diplôme vous oriente. Le diplôme vous donne une station, au niveau, où vous pouvez au moins les gens qui sont en ce niveau. Par exemple, quand vous êtes docteur aujourd'hui dans la salle, s'il y a d'autres docteurs, je vous donne le respect pour vous. Il n'y a que ça. Mais à vous de dire que je suis docteur, voilà, je fais ça. L'autre aspect, c'est par rapport, il y a une autre question qui m'a fait encore. Voilà, pour la sélection. J'ai pas connu le système LMD. Mais nous étions la dernière promotion de l'ancien système. J'ai fait la maîtrise classique. J'ai les connu en master 2. Après la maîtrise, automatiquement on est allé en master 2. Mais pour vous dire, combien d'étudiants vous avez? Combien de nouveaux ingénieurs vous avez cette année? Combien? C'est vers le 25 000, je ne sais pas. Je n'ai pas les chiffres du ministère, je n'ai pas regardé en venant.
Mais pour vous dire que cette masse-là, d'ici 3 ans, ils vont se trouver en licence tous. Le ratio pour l'encadrement des professeurs, c'est ça qui pose problème. Et ça m'amène à notre combat, nous, en tant qu'enseignants vacataires, que l'État doit recruter autant pour que vous ayez la sélection que vous voulez. Si l'État ne recrute pas les enseignants, vous ne pouvez pas tous être sélectionnés en master. C'est quasi impossible. Parce que le ratio est très très important. Et il y a des normes qu'on doit fixer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a dit, et je conforte ce qu'il a dit, que votre sélection en master dépend de vous. Pourquoi ça dépend de vous? Parce que ça dépend de la note, de la moyenne que vous aurez de la première année à la licence. Ça dépend de vos comportements envers les professeurs, bien sûr, mais aussi dans les responsabilités que vous prenez pour la bonne marche, je vous dis, pour la bonne marche de votre département et consorts. Parce que l'encadrement, c'est un apprentissage familier, j'allais dire. Tu es là dans le bureau d'un professeur. Si ce gars-là n'a pas de confiance à vous, si vous ne respectez pas ce professeur, il ne va pas vous encadrer. Donc, vous avez intérêt à avoir des rapports, je veux dire, très amicaux avec votre professeur. Pas aller faire, voilà, non, mais quand même, les respecter, savoir ça, c'est le professeur. Si demain tu demandes à être encadré, ben, il te le fera. Mais si tu l'insultes, demain tu dis, viens dans ton bureau, professeur, je voudrais faire un master, est-ce que. Mais qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te chercher. C'est sûr. Donc, la sélection, ça dépend de vous d'abord, de vos comportements, mais aussi de vos moyens. Ce n'est pas une obligation, j'ai entendu le mot, est-ce que c'est une obligation? Non, ce n'est pas une obligation que tout le monde doit être sélectionné en master. C'est une sélection. Qui dit sélection? Choisir, c'est éliminer. C'est tout, ça c'est tout dit. Choisir, c'est éliminer. Sélection, c'est laisser les autres. S'il y a sélection, voilà, il y a d'autres qui ne seront pas sélectionnés. Mais je vais terminer par rapport à la conférence par vous dire, il faut que dans votre tête, c'est-à-dire dire que dans le niveau que je suis, c'est des gens à peu près de la même âge. Vous êtes aussi dotés de la même matière grise. Dites-vous que s'il y aura quelqu'un qui passera en classe supérieure, et ça sera moi. En tout cas, c'est ce que je m'étais toujours dit. Quel que soit l'examen, je dis je passerai. Reste à voir est-ce que je vais le faire, ou bien je vais me donner pour pouvoir passer ou pas. Mais je me dis, quel que soit le niveau d'examen, je vais passer. Faire partie des meilleurs, ça c'est une condition qui peut être, voilà, argumentée ou bien soutenue par d'autres caractères, dans le don de Dieu, il y a des gens qui sont pas excellents. Voilà, mais comme ça. Mais par contre, là où vous êtes ensemble, vous tous, même âge, moi j'accepte pas d'être le dernier. Ça vraiment, ça devient quasi non. Et sachez qu'on ne vous demande pas grande chose. On vous demande d'aller étudier. Chacun de vous aujourd'hui, ses parents, ce qu'ils attendent de lui, ce n'est pas de le remplir les poches. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de remplir les poches de vos parents. Non. Mais juste à la fin de l'année, que le papa, j'ai reçu l'année. Uniquement. Donc ne vous trompez pas d'objectif. Venir ici, l'université c'est bon parce que, je le dis tout à l'heure, c'est à peu près la même génération. Il n'y a pas de bébé, ni de vieux. C'est juste la même génération. On peut en partir pour en pâtir, ou bien devenir ce que nous on veut. Et tout dépendra de ce que vous voulez. Vous comprenez? Donc, l'enjeu c'est vous. L'étudiant, c'est pour étudier. Si tu sais étudier, tu n'es plus un étudiant. Donc, faites ce qui vous a amené cela. Donc, même à régler certaines choses sociales. Et donc, il faut participer. Au-delà, 2 ans après, peut-être tu pourras chercher à donner, voilà, des sous à tes parents. Mais pour l'instant, si ce qu'il demande, c'est à la fin de l'année que papa j'ai validé. Point. Il n'y a pas d'autre aspect. Donc, c'est ce que j'allais
j'avais à compléter par rapport à ce qu'il a dit, parce qu'il a fait un exposé, vraiment un très bien exposé. Et je le félicite aussi, je ne le connais pas. C'est la première fois qu'on se rencontre à une station. Mais bon, vu que ce que j'ai entendu, c'est quelqu'un qui a maîtrisé le système LMD. Et comme il vous a dit, hein, il y a un président qui est là, il y a les Yakar, il y a les Wali, ils ont été là avant nous. Il faut les déranger. Peut-être, il faut nous déranger, j'allais dire. Vous en avez, hein. Vous en avez ce qui est rare. L'amicale là-dedans, on l'a créé. On était 6 étudiants, 6 l'amicale. Ça a été créé dans ma chambre, 38C, en 2012. On était 6. Machallah, je vois que la salle est quasi pleine. Donc ça veut dire un travail qui a été fait. Et donc, de 2012 à maintenant, il y a des générations. Donc il faut les déranger. L'autre aspect, si vous ne voulez pas faire des études supérieures, ne perdez pas du temps. Parce que les Américains ont dit time is money. Si vous restez là et que vous savez carrément que vous êtes doté de notre savoir, de votre capacité, exploitez et allez-y dans la vie. C'est comme ça. Par contre, voilà, il y a d'autres aspects qui déterminent les études supérieures. Si je dois faire de longues études supérieures, arriver au doctorat et être professeur, c'est des projets. Il faut avoir un projet. Et un projet, ce qui le soutient, vraiment, c'est beaucoup d'aspects. C'est ça que j'avais à compléter par rapport à ce qu'il a dit. Sinon, vous remerciez. Bon, je ne sais pas si j'aurai encore. Pour cette journée qui apparaît solennelle. Monsieur Amat Ndiaye, DG de l'OFOR. Monsieur le représentant du maire de la commune de Nguyen. Docteur Birame Sen. Monsieur le représentant de l'honorable député Maldéto. Monsieur le conférencier. Mesdames, Messieurs, les présidents de l'amicale ici présents. Distingués invités, chers condisciples, étudiantes, étudiants. Honneur pour moi aujourd'hui de me tenir devant vous pour célébrer l'arrivée de nos nouveaux bacheliers dans la grande famille Aïepon, amicale des élèves étudiants de la commune de Nguyen. C'est un grand moment de communion qui vise à consolider les liens. En tant que représentant de tous les étudiants de la commune de Nguyen, je ne peux que me réjouir sur le concept qui nous rassemble. En effet, nous les étudiants et plus généralement les jeunes sommes la génération appelée à être les acteurs majeurs du monde de demain. Notre présence sur les bancs de la salle et aujourd'hui se justifie par l'envie de chacun de prendre part à la société future. Mais c'est dès aujourd'hui, ici même au cœur de notre chère université, que nous nous devons de saisir les opportunités qui nous sont offertes. De prendre part à des projets dans le but de façonner la société à nos envies et nos idées. L'histoire nous a maintes fois démontré que les étudiants sont les premiers investigateurs de grands changements. Cette chance nous est toujours offerte à nous de prendre les devants afin de se construire notre propre éthique, mais aussi de la partager. Nous misons sur les atouts et opportunités que nous avons ici pour enclencher en marche vers une amicale meilleure. Il s'agit entre autres de l'assistance apportée à par nos autorités, du bon niveau des étudiants et de la cohésion qui existe entre ces derniers, mais aussi et surtout des efforts. J'ai saisi cette occasion pour vous exhorter à redoubler d'efforts, à travailler dans l'endurance et dans l'abnégation, afin de mériter la confiance et l'espoir que vos parents ont placé en vous. Bienvenue à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le chemin sera long, des moyens de lever ces obstacles. Comme disait Nelson Mandela, je cite, « Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre de succès. » Donc, nous sommes comme des frères et sœurs cultivant l'esprit de solidarité. Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers confrères, étudiantes et étudiants, je ne saurais terminer sans faire les éloges du bureau de l'amicale du travail d'arrache-pied
pour élever la structure au plus haut des rangs. Merci pour la collaboration. Le futur est en marche et c'est ici et maintenant. Je vous remercie pour votre présence. Merci encore une fois, que la fête soit belle. Merci beaucoup. Il faut se rassembler davantage. C'est pourquoi il faut se rapprocher davantage pour pouvoir au moins conserver ce patrimoine que vous avez comme legs. Et je pense que c'est ce qui nous permet de le faire. Se rassembler véritablement et se retrouver à travers ces séances pour montrer notre amour et notre rapprochement à travers donc l'habitat. Je pense que ceci est un message qu'il faut véritablement lancer à mes chers. Et véritablement, je vous présente mes excuses s'il y a des incohérences, mais je vais finir en remerciant donc le président Damel pour véritablement l'initiative, pour dire aussi que l'amicale de Malicounda ou l'amicale des élèves étudiants ressortissants de la commune est tout à fait véritablement disponible pour véritablement créer une sorte d'interaction qui permettra de créer quelque chose de solide qui va lier les étudiants donc des trois communes. Ceci est véritablement impératif dans le sens que beaucoup d'étudiants de la commune de Malicounda ont fait leurs études au niveau donc de la commune de Malicounda. Ainsi de suite. Je pense que l'ancien président donc de l'Union des élèves étudiants de ressortissants de la commune de Malicounda, M. Ousmane Ndiaye, a fait ses études au niveau de Malicounda. Donc, nous ne pouvons pas véritablement ne pas renouer à cette tradition et nous sommes tout à fait disponibles. Merci beaucoup. Nos étudiants font toujours partie parmi les meilleurs étudiants de toutes les facultés. Les voici des exemples, des docteurs devant nous. Nos mères sont des docteurs et sont des exemples à suivre. Chers nouveaux bacheliers, chers étudiants, je suis vraiment content et très étonné de par votre participation et votre collaboration. Monsieur le Président, je vous dis que gouverner, ce n'est pas facile. Peut-être vous allez nous rencontrer par des périodes mouvementées, des périodes que vous allez même penser que, et souvent je le dis, Dieu peut nous amener souvent vers des zones, je ne dirais pas que limiteuses, des zones mouvementées, mais Dieu ne va pas le faire pour nous faire périr, mais il va le faire pour nous faire guérir. Je vous dis que l'amicale de Sandiara est toujours là et je suis toujours disponible pour répondre aux besoins de la commune de Sandiara, de la commune de Kenya et de la commune de Malicounda. Et nous serons toujours disponibles